La pluie tombait en vagues glaciales, trempant son manteau fin et plaquant ses mèches brun foncé contre la peau pâle et bleutée de Vivian Cole. Elle se tenait de l'autre côté de la rue, face à l'élégant restaurant italien La Carona, où une lumière dorée et chaleureuse se déversait depuis les hautes fenêtres vitrées, illuminant les clients en costumes coûteux qui riaient et discutaient autour de tables recouvertes de nappes blanches immaculées. Son estomac se noua de faim, une sensation qu'elle avait trop bien apprise au cours des 4 derniers jours. Mais ce n'était pas sa propre faim qui l'avait amenée ici ce soir. C'était le visage de sa fille de 5 ans, Sophie, ce matin-là, lorsque Vivian lui avait tendu les 2 derniers biscuits dans leur appartement vide et délabré. Ses yeux bleu clair avaient essayé de ne pas pleurer, ses lèvres tremblants lorsqu'elle avait demandé « Maman, tu n'as pas faim ?»« J'ai déjà mangé », avait menti Vivian, et son cœur s'était brisé en 1000 morceaux, puis en morceaux encore plus petits. 5 jours plus tôt, elles avaient été expulsées. Le propriétaire avait été patient pendant 2 mois, mais sa patience avait atteint ses limites lorsque le loyer n'avait pas été payé. Vivian avait perdu son emploi au café parce qu'elle avait manqué trop de jours pour s'occuper de son enfant malade. Elle avait postulé partout, mais personne ne voulait embaucher une mère célibataire avec un parcours professionnel chaotique. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture 8 ans auparavant. Elle n'avait ni frère, ni sœur, ni famille, ni filet de sécurité, personne sur qui compter lorsqu'elle tombait. Jason, le père de Sophie, avait disparu dès qu'il avait appris qu'elle était enceinte. 6 ans. Pas un seul appel, pas un seul dollar, pas un seul mot pour demander comment elles allaient. Elles dormaient toutes les 2 dans une vieille Toyota Corolla usée, se garant chaque nuit à un endroit différent pour éviter les ennuis. Les refuges étaient pleins, les files d'attente à la banque alimentaire étaient longues, et leurs horaires coïncidaient avec le temps qu'elles devaient passer à chercher du travail pendant que Sophie était à l'école. Et maintenant, Vivian regardait à travers la vitre du restaurant, suivant du regard l'homme en costume noir impeccable, assis seul à la table VIP près du fond. Elle avait vu sa photo dans le journal la semaine dernière. Vincent Moretti, l'homme d'affaires prospère, propriétaire du La Carona et de dizaines d'autres entreprises à Chicago. La presse le qualifiait de généreux philanthrope. Mais les rumeurs dans la rue racontaient une autre histoire, celle d'un empire souterrain, d'un pouvoir dans l'ombre, d'un homme que même la police traitait avec prudence. Vivian se moquait de savoir qui il était vraiment. Elle savait seulement qu'il était riche, et elle était désespérée. L'article disait que Vincent Moretti dînait seul au La Carona tous les samedis soirs, toujours à la même table. Vivian avait mémorisé chaque détail car dès qu'elle l'avait lu, au plus profond de son esprit désespéré, un plan téméraire avait commencé à se former. Un plan qui exigeait qu'elle renonce à la dernière once de fierté qui lui restait. Elle prit une profonde inspiration et traversa la rue, ses baskets déchirées, éclaboussant les flaques d'eau. La pluie avait trempé ses chaussettes. Elle poussa la lourde porte en bois de La Carona et se sentit immédiatement déplacée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Une femme en robe rouge eut le souffle coupé. L'homme à côté d'elle fronça les sourcils. Les fourchettes et les couteaux s'arrêtèrent. Tout le restaurant sembla se figer pendant un instant. Le maître d'hôtel, un jeune homme aux cheveux noirs lissés en arrière et vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, se précipita vers elle, le visage tendu par la tension. « Madame, je suis désolé, mais nous avons un code vestimentaire, » dit-il doucement, les yeux rivés sur ses vêtements trempés et ses cheveux emmêlés. « Et nous n'acceptons pas les clients sans réservation. »« Je dois voir Vincent Moretti, » dit Vivian d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « S'il vous plaît, juste une minute. » L'expression du maître d'hôtel passa de l'irritation à la lassitude. Personne ne demandait à voir Vincent Moretti. Personne n'osait. Monsieur Moretti ne recevait pas d'étrangers. Sa voix se fit plus froide. Sa main s'était déjà refermée sur son coude, la guidant vers la porte. « Veuillez partir. »« S'il vous plaît, » dit Vivian plus fort, la voix tremblante. « Je ne demande pas d'argent. J'ai juste besoin d'une minute. » Juste une minute. Toutes les têtes se tournèrent dans la salle à manger. Un homme corpulent en costume noir, un garde du corps, supposa Vivian, commença à s'avancer vers elle. Les mains glissées dans les poches de sa veste. Puis, depuis la table VIP au fond de la salle,
Vincent Moretti leva la tête. Ses yeux gris acier rencontrèrent le regard désespéré de Vivien. La distance entre eux sembla s'évanouir. Le temps retint son souffle. « J'ai juste besoin d'une minute », murmura Vivien sans savoir s'il pouvait l'entendre. L'autre resserra son étreinte, prêt à l'éloigner. Le garde du corps l'avait presque atteinte, puis Vincent Moretti se leva. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui pourraient avoir besoin d'un peu d'espoir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire émouvante. Vincent Moretti s'avança, chaque pas résonnant sur le sol en bois brillant. Le restaurant tout entier se tut, ne laissant entendre que le doux cliquetis de la pluie contre les fenêtres et l'écho de ses chaussures en cuir dans l'air immobile. Il était plus grand que Vivien ne l'avait imaginé, probablement plus d'1 facteur à 20, avec des épaules larges et la démarche d'un homme habitué à exercer le pouvoir. Ses cheveux noirs étaient soigneusement lissés en arrière, quelques mèches argentées aux tempes, et son visage semblait avoir été sculpté dans la pierre, anguleux, froid, ne laissant transparaître aucune émotion. Le garde du corps s'était approché de Vivien, la main toujours glissée dans la poche de sa veste, prêt à intervenir. Mais Vincent leva simplement une main, d'un geste doux mais autoritaire, et le grand homme s'arrêta aussitôt, reculant de 2 pas sans un mot. L'hôte lâcha également précipitamment le coude de Vivien, s'inclina et se retira vers le stand. À présent, seuls Vivien et Vincent Moretti se faisaient face au milieu du restaurant. Sous le regard curieux et craintif de dizaines de convives, Vincent s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle, ses yeux gris acier posés sur elle. Son regard était acéré, pénétrant, comme s'il pouvait lire chacune de ses pensées. Vivien se sentait petite, fragile et complètement exposée devant cet homme. Elle voulait s'enfuir, disparaître, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Que voulez-vous » La voix de Vincent était basse et calme, ni chaleureuse, ni hostile. Simplement, une question, attendant une réponse. Vivien ouvrit la bouche, mais sa gorge se noua. Tout ce qu'elle avait préparé, tout ce qu'elle avait répété des centaines de fois dans la voiture, s'était évaporé en un instant. Il ne restait plus qu'une femme trempée, tremblante, debout dans un endroit qui n'était pas le sien. « Je » commença-t-elle, puis elle s'interrompit. Ses mains tremblaient, elle les serra pour se stabiliser, mais cela ne fonctionna pas. L'eau de pluie coulait encore de ses cheveux sur ses joues. Ou peut-être étaient-ce des larmes, elle ne savait plus. Vincent ne dit rien. Il resta là, debout, à attendre, lui laissant le temps. Cette patience était si inattendue qu'elle faillit faire pleurer Vivien. Elle prit une profonde inspiration, se força à regarder ses yeux froids et gris, et enfin, les mots qu'elle devait dire sortirent, brisés et tremblants, mais sincères. « Ma fille et moi, nous n'avons rien mangé depuis 3 jours. J'ai perdu mon emploi. Nous avons perdu notre maison. Je ne vous demande pas d'argent. » Sa voix se brisa. Elle déglutit et continua. « Je voulais juste vous demander si, lorsque vous aurez fini de manger, il restera quelque chose, n'importe quoi. Pourrions-nous la voir, s'il vous plaît ? Elle n'a que 5 ans. Elle a tellement faim, et je ne peux pas la regarder s'endormir le ventre vide une nuit de plus. » Le restaurant était complètement silencieux. Vivien pouvait sentir tous les regards brûlants posés sur elle. Le jugement, la pitié, le mépris des gens autour d'elle. Elle avait tellement honte qu'elle voulait mourir. C'était le moment le plus humiliant de sa vie. Debout au milieu d'un restaurant chic, trempé comme un rat, suppliant un parfait inconnu de lui donner des restes. Mais elle pensa alors à Sophie, assise dans la voiture dehors, enveloppée dans une fine couverture, attendant le retour de sa mère. Elle pensa à ses yeux bleu clair qui essayèrent de ne pas pleurer ce matin-là. Elle pensa à cette petite main serrant 2 biscuits comme s'il s'agissait d'un trésor. Et elle tint bon. Elle ne s'enfuit pas. Elle ne battit pas en retraite. Pour Sophie, elle pouvait tout endurer. L'expression de Vincent changea. La curiosité froide du début disparut,
remplacée par autre chose, une lueur de douleur traversant ses yeux gris, si rapide que Vivien crut presque l'avoir imaginée. Il l'étudia longuement, très longuement, comme s'il cherchait quelque chose. Puis il demanda, d'une voix plus basse qu'auparavant, « Où est votre fille ?»« Dans la voiture ?» répondit Vivien, la voix rauque. « Dehors. Les portes sont verrouillées. Elle est en sécurité. Je peux voir la voiture d'ici. » Elle s'empressa d'ajouter, craignant qu'il ne pense qu'elle était le genre de mère à laisser son enfant seul par une nuit froide et pluvieuse, juste pour mendier auprès d'un inconnu. Vincent ne dit rien, se contentant d'acquiescer légèrement. Ses yeux gris restèrent fixés sur elle, comme s'il essayait de lire quelque chose enfoui sous la surface trempée et tremblante. Puis, il demanda à nouveau, d'une voix basse et calme, « Comment vous appelez-vous ?»« Vivien ?»« Vivian Cole. »« Vivien ?» répéta-t-il, comme s'il voulait le graver dans sa mémoire. « Quel âge a Sophie ?»« 5 ans. » Vivien fut surprise qu'il se souvienne du nom de sa fille, alors qu'elle ne l'avait mentionné qu'une seule fois. Il remarquait le moindre détail. Vincent resta silencieux un instant, puis posa une question qui fit se raidir Vivien. « Et vous ? Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» La question toucha le point qu'elle essayait de cacher. Vivien voulait mentir. Elle voulait dire qu'elle allait bien, qu'elle ne s'inquiétait que pour Sophie, mais ses yeux gris avaient une force étrange. Et chaque mensonge se dissolvait avant qu'elle ne puisse le prononcer. Elle baissa la tête, incapable de le regarder. « 4 jours, murmura-t-elle. J'ai donné à Sophie tout ce que nous avions. » Vincent serra la mâchoire. Quelque chose passa si rapidement sur son visage impassible que si Vivien n'avait pas été attentive, elle ne l'aurait pas remarqué. C'était de la colère, mais pas contre elle. C'était de la douleur, une douleur ancienne et profonde, comme si sa réponse avait touché une blessure en lui qui n'avait jamais guéri. Vincent détourna le regard un instant, ses yeux gris se posant sur le rideau de pluie derrière la fenêtre. Et à cet instant, il n'était plus Vincent Moretti, l'homme puissant que Chicago craignait. Il n'était plus qu'un garçon de 8 ans, debout dans la cuisine froide d'un appartement misérable du sud de la ville, regardant sa mère assise à table avec la seule assiette de nourriture et la poussant vers lui. « J'ai déjà mangé, mon chéri, » dit-elle, un sourire crispé sur son visage émacié. « Mange toi-même. » Mais il savait qu'elle mentait. Il le savait parce qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit et l'avait vue assise dans le noir, en pleurs, une main pressée contre son ventre affamé. Elle avait 3 emplois pour l'élever après le départ de son père, et elle se privait pour qu'il puisse manger à sa faim. Cette année-là, alors qu'il était encore un enfant maigre aux yeux plus vieux que son âge, il s'était juré qu'un jour, il serait assez fort pour que personne ne puisse plus jamais faire pleurer sa mère. Un jour, il aurait assez d'argent pour qu'elle n'ait plus jamais faim. Elle était morte 15 ans auparavant, avant qu'il ait pu lui offrir la vie qu'elle méritait. Et maintenant, devant lui, se tenait une autre mère qui se privait pour que son enfant puisse manger, ravalant ses larmes et sa fierté pour mendier quelques restes de nourriture. Cette image lui transperça le cœur comme une lame. Vincent se retourna vers Vivien, et cette fois, son regard était différent, toujours aussi perçant, toujours aussi impénétrable, mais avec quelque chose de plus doux caché en dessous. Il regarda l'hôte qui se tenait près de lui, tremblant. Tommy, sa voix portait, pas forte, mais autoritaire. « Apportez-moi mon manteau. Dites à la cuisine de m'emballer tout mon dîner, tout, et ajoutez 2 repas supplémentaires. Du poulet au parmesan et des pâtes primavera avec du pain, de la salade et un dessert. » Tommy cligna des yeux, surpris, mais n'osa pas poser de questions. Il acquiesça et s'éloigna précipitamment. Vivien resta là, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle s'était préparée à être rejetée, humiliée, renvoyée sous la pluie froide. Elle n'était pas prête pour cela. « Vous n'êtes pas obligé, » commença-t-elle, mais Vincent l'interrompit. « Vous l'êtes, et votre fille aussi. » Il la regarda, la voix toujours calme, mais plus aussi froide qu'auparavant. « Asseyez-vous et attendez qu'il prépare le repas. Vous tremblez. »« Je vais abîmer votre chaise, » protesta-t-elle. « Mes vêtements sont trempés. »« Ce n'est qu'une chaise, » dit Vincent,
d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. « Assieds-toi. » Vivien voulait discuter, mais ses jambes n'avaient plus de force. 4 jours sans manger, la nuit froide et pluvieuse, et la vague d'émotions qu'elle venait de vivre avaient épuisé le peu d'énergie qui lui restait. Elle laissa Vincent la guider jusqu'à la table où il était assis, et lorsqu'elle s'enfonça dans la chaise en velours rouge, elle put sentir la chaleur que son corps avait laissée derrière lui. Autour d'eux, les clients continuaient à les regarder et à chuchoter. Mais Vivien s'en moquait désormais. Tout ce qu'elle savait, c'est que ce soir, Sophie mangerait à sa faim. Tommy revint avec le manteau de laine noire de Vincent et plusieurs grands sacs en papier remplis de nourriture. L'odeur qui s'échappait de ces sacs fit se nouer l'estomac de Vivien, mais elle s'efforça de ne rien laisser paraître. Vincent se leva, enfila son manteau, puis prit les sacs des mains de Tommy. Il regarda Vivien. « Allez, emmène-moi voir ta fille. » Vivien n'eut pas le temps de protester. Elle se leva, les jambes encore tremblantes, et suivit Vincent vers la porte. Le grand garde du corps, Marco, les suivait discrètement, en gardant une distance suffisante. La pluie s'était calmée, se transformant en une fine bruine qui flottait dans le vent froid. Vivien conduisit Vincent jusqu'à la Toyota Corolla, garée de l'autre côté de la rue, cachée dans l'obscurité d'un érable dénudé. La voiture était vieille. La peinture s'écaillait par endroits. Le feu arrière droit était fissuré et la porte arrière présentait une profonde bosse. Elle avait l'air misérable à côté des voitures de luxe alignées le long du trottoir, à travers la vitre embuée, brouillée par la condensation. Vivien pouvait voir Sophie assise sur la banquette arrière, enveloppée dans une fine couverture rose usée. Lorsque la petite fille vit sa mère s'approcher, son petit visage s'illumina. Mais Sophie remarqua alors le grand homme à côté de Vivien, et la peur envahit immédiatement ses yeux. Vivien se dépêcha d'ouvrir la porte. « Sophie, ma chérie, tout va bien. Voici monsieur Vincent. Il nous a apporté à manger. » Sophie regarda sa mère, puis Vincent, puis à nouveau sa mère. Ses grands yeux bleus reflétaient encore la méfiance d'une enfant qui avait appris à ne pas faire confiance trop rapidement aux étrangers. Mais elle aperçut alors les sacs en papier que Vincent tenait dans ses mains, et son nez capta l'odeur du poulet rôti, du fromage fondu et du pain frais tout droit sorti du four. « C'est de la vraie nourriture, maman ?» murmura Sophie, la voix tremblante, car elle n'arrivait pas à y croire. « C'est de la vraie nourriture », confirma Vincent. Il se baissa pour se mettre à sa hauteur. Ce mouvement si inattendu fit légèrement sursauter Vivien. Le puissant parrain de la mafia était à genoux sur le trottoir mouillé, sans se soucier de son costume coûteux. « Il y a du poulet, des pâtes, de la salade et même du gâteau. »« Tu veux manger ?» Sophie le fixa, étudiant le visage de cet homme inconnu. Puis elle se tourna vers Vivien, les yeux implorant sa permission. « Tu peux manger, ma chérie, » dit Vivien, la voix chargée d'émotion. « Mange autant que tu veux. » Comme si c'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre, Sophie sourit. C'était le premier sourire que Vivien voyait sur le visage de sa fille depuis des jours. Si lumineux et pur, qu'il fit couler des larmes sur les joues de Vivien. « Merci, monsieur, » dit Sophie à Vincent, d'une voix faible mais polie. « Maman dit que je dois dire merci quand une bonne personne m'aide. » Vincent resta là, à regarder cette fillette de 5 ans aux cheveux blonds pâles en bataille et aux yeux bleus clairs comme un lac en automne. Et quelque chose d'étrange se serra dans sa poitrine. Son cœur. Ce cœur qu'il s'était entraîné à geler après la mort de Gianna. Le cœur qu'il croyait mort avec sa femme 3 ans plus tôt se mit soudain à battre d'une manière qu'il ne comprenait pas. L'enfant lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. L'innocence. La confiance en la bonté humaine. L'espoir. « Ta mère a raison, » répondit Vincent, d'une voix si douce qu'il en fut lui-même surpris. « Et tu es très courageuse. Ta mère dit que tu as été très sage ces derniers jours. »« Parce que maman t'a dit que tout irait bien, » répondit simplement Sophie. « Maman ne me ment jamais. » Vivien détourna le visage, ne voulant pas que quelqu'un la voie pleurer. Elle avait menti à Sophie tant de fois ces derniers jours. Elle avait menti en disant qu'elle avait mangé, que dormir dans la voiture était une aventure, que tout irait bien.
Mais peut-être que ce dernier mensonge était en train de devenir réalité. Vincent se redressa, regarda Vivien, puis Sophie, et prit une décision qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. « Où allez-vous passer la nuit » demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Vivien ne répondit pas, mais son silence en disait long. Vincent hocha la tête, comme pour confirmer ce qu'il soupçonnait. Puis il dit quelque chose qui faillit couper le souffle à Vivien. « J'ai un appartement vide dans un immeuble qui m'appartient. 2 chambres, entièrement meublées. Sophie et toi pouvez y rester. » Vivien cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi ? Et j'ai besoin de quelqu'un pour travailler à la Corona. » Vincent continua comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. « Pour servir dans la section VIP. 20 $ de l'heure plus les pourboires. Les horaires sont de 9 h du matin à 3 h de l'après-midi. Tu pourras donc aller chercher Sophie après l'école. » Vivien resta là, bouche bée, incapable d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Un appartement, un travail, tout cela grâce à un homme qu'elle avait rencontré moins d'1 heure auparavant. « Non, dit-elle en secouant la tête, la voix tremblante. « Non, je ne peux pas accepter. Je n'ai pas d'argent pour payer un loyer. Je n'ai même pas d'argent pour m'acheter des vêtements décents pour aller travailler. Et je ne comprends pas pourquoi vous faites cela. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis qu'une inconnue qui est entrée dans votre restaurant pour mendier des restes. » Elle le regarda, les yeux remplis de suspicion et de lassitude. Des années de galère lui avaient appris que rien n'était gratuit. Tout avait un prix. « Que voulez-vous de moi ?» La question resta en suspens dans l'air froid. Sophie mangeait sur la banquette arrière, inconsciente de la conversation des adultes, et Vivien en était reconnaissante. Elle ne voulait pas que sa fille entende ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Si vous pensez que je vais échanger quoi que ce soit, » dit-elle en baissant la voix, sans quitter Vincent du regard, « alors vous vous trompez de femme. Je suis peut-être pauvre. Je suis peut-être désespéré, mais je ne suis pas à vendre. » Une lueur de surprise passa sur le visage de Vincent, puis quelque chose qui ressemblait à du respect. Il ne semblait pas offensé par son accusation implicite. Au contraire, il resta longtemps silencieux, regardant la pluie qui s'atténuait lentement. Quand il prit enfin la parole, sa voix était plus basse, et Vivien comprit qu'elle entendait la voix d'un homme qui touchait la blessure la plus profonde de son cœur. « Il y a 3 ans, ma femme a été tuée. » Vivien se figea. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. « Elle s'appelait Gianna, » poursuivit Vincent, les yeux gris fixés dans le vide, comme s'il observait une silhouette qu'il avait perdue depuis longtemps. « Elle était la lumière de ma vie, la seule raison pour laquelle je voulais encore me réveiller chaque matin. Elle savait qui j'étais. Elle savait ce que je faisais. Elle savait que le monde dans lequel je vivais était rempli de ténèbres et de sang. Mais elle essaie rester avec moi malgré tout. » Il marqua une pause, la mâchoire crispée. « Une équipe rivale l'a enlevé pour me faire pression. Quand je l'ai retrouvé, il était trop tard. » Vivien sentit son cœur se serrer. Qui que fût Vincent Moretti, quel que fût le monde dans lequel il vivait, la douleur dans sa voix était réelle. Elle la reconnaissait parce qu'elle portait elle-même une douleur similaire. La douleur de la perte, de la solitude, d'être terrassé par la vie et de devoir se relever seul. « Avant de mourir, dit Vincent d'une voix presque inaudible, elle m'a fait promettre une chose. Elle m'a dit « Vincent, je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait pour obtenir ce pouvoir. Mais quand tu vois quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, ne détourne pas le regard, n'hésite pas, aide-le. C'est ainsi que tu répareras en partie ce que tu as fait, c'est ainsi que tu me rendras fier de toi. » Il regarda Vivien, et pour la première fois, elle vit quelque chose derrière son masque froid. Pas de la faiblesse, mais de l'honnêteté. « J'ai essayé de tenir cette promesse pendant 3 ans. » Vincent a dit « J'ai construit des écoles, financé des hôpitaux, aidé des familles en difficulté, mais tout cela à distance, par le biais de paperasses et de chèques. Je n'ai jamais vraiment regardé dans les yeux quelqu'un qui avait besoin d'aide,
et lui étendit la main directement. « Pas avant ce soir. Pas avant que tu n'entres dans mon restaurant. » Vivian ne savait pas quoi dire. Elle se tenait là, dans la brume emportée par le vent froid, fixant l'homme le plus puissant de Chicago, qui s'ouvrait à elle comme si elle était quelqu'un qu'il connaissait depuis des années. Elle était venue ici pour mendier des restes. Elle ne s'attendait pas à cela. « Je ne te demande rien, » dit Vincent, sa voix retrouvant son calme habituel. « Aucune condition, aucune contrainte. L'appartement est à toi, gratuitement, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Le travail est réel, avec un salaire équitable, comme pour n'importe quel autre employé. Tu peux refuser les deux et partir tout de suite, je ne t'en empêcherai pas. Mais je veux que tu penses à Sophie avant de prendre ta décision. » Vivian se tourna pour regarder sa fille à travers la vitre de la voiture. Sophie mangeait des pâtes. Elle avait de la sauce sur la joue, mais son visage rayonnait de bonheur. Depuis combien de temps Vivian ne l'avait-elle pas vue ainsi? Depuis combien de temps n'avait-elle pas entendu Sophie rire? Elle pouvait garder sa fierté et refuser. Elle pouvait serrer sa petite fille dans ses bras et dormir dans la voiture une nuit de plus, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que l'hiver arrive vraiment et que le froid leur enlève tout. Ou elle pouvait ravaler sa fierté et accepter la main tendue pour Sophie. Toujours pour Sophie. Elle se retourna vers Vincent, les larmes coulant sur ses joues, et elle ne prit pas la peine de les essuyer. « D'accord, dit-elle, la voix brisée. J'accepte, mais je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Un jour, je te rembourserai tout. » Vincent acquiesça, un léger sourire effleurant le coin de sa bouche. « La seule chose que je veux que tu me rembourses, c'est de faire la même chose pour quelqu'un d'autre quand tu le pourras. C'est ainsi que Gianna voulait que je vive. C'est ainsi que je veux que tu vives. » L'appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques rouges sur Maple Street, à environ 15 minutes en voiture de la Carona. Le quartier était calme et propre, avec des érables bordant les trottoirs et des lampadaires, diffusant une lumière chaude dans la nuit. Vincent les conduisit ici, suivi par Marco, dans un SUV noir. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant l'immeuble, une femme âgée attendait déjà à l'entrée. Ses cheveux argentés étaient soigneusement relevés, en un chignon à l'arrière de sa tête. Ses yeux bruns étaient chaleureux, et son sourire reflétait la douceur et la gentillesse d'une grand-mère. « Voici Madame Rossi, » dit Vincent en guise de présentation. « Elle gère cet immeuble. Elle vous aidera si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Madame Rossi s'avança, sans montrer aucune surprise ni curiosité quant à la raison pour laquelle Vincent Moretti amenait une femme trempée et un enfant ici, au milieu d'une nuit pluvieuse. Elle se contenta de sourire à Vivien, puis se baissa pour regarder Sophie. « Bonjour, petite fille, » dit-elle avec un léger accent italien. « Comment t'appelles-tu » Sophie, moins effrayée après avoir mangé à sa faim, regarda la vieille femme avec curiosité. « Je m'appelle Sophie. »« Oh, Sophie, c'est un très joli prénom. » Madame Rossi se redressa et regarda Vivien. « Monsieur Moretti m'a appelé. L'appartement est prêt. Viens avec moi. » Ils montèrent les escaliers et traversèrent des couloirs propres aux murs couleur crème et aux lampes suspendues classiques. Madame Rossi s'arrêta devant la porte marquée 3B et la déverrouilla. « Fais comme chez toi, » dit-elle à Vivien. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis dans l'appartement UA au rez-de-chaussée. N'hésite pas à frapper à ma porte. » Vivien entra et se figea. L'appartement n'était pas grand, mais il était propre, chaleureux et mieux équipé que tous ceux où elle avait vécu auparavant. Le salon comprenait un canapé beige, une table basse en bois et de doux rideaux à fleurs. La cuisine était petite mais bien rangée, avec un réfrigérateur, une cuisinière à gaz et un ensemble complet d'ustensiles de cuisine. Il y avait 2 chambres, une plus grande et une plus petite, chacune avec un lit fait de draps propres et de couvertures chaudes. La salle de bain était équipée de serviettes propres et d'un ensemble complet d'articles de toilette. Et lorsque Vivien ouvrit le réfrigérateur, elle découvrit qu'il était rempli de nourriture. Du lait, des œufs, du pain, du fromage, des fruits, des légumes, de la viande. De quoi manger pendant une semaine entière. « Maman !» s'écria Sophie en courant d'une pièce à l'autre. « J'ai ma propre chambre. »« Maman, regarde, il y a un grand lit et il y a aussi un ours en peluche. » Vivien regarda sa fille sauter sur le petit lit de la chambre d'enfant et ramasser l'ours en peluche brun que quelqu'un avait placé sur l'oreiller.
et Vivien ne put plus se retenir. Elle s'effondra sur le canapé, se couvrit le visage des 2 mains et pleura, non pas de tristesse ou de désespoir comme les nuits précédentes, mais de soulagement, de gratitude, d'incrédulité face à cette réalité. Quelques heures plus tôt, elle se tenait sous la pluie froide, désespérée, prête à mendier des restes. Et maintenant, elle était assise dans un appartement chaud. Sa fille riait dans sa chambre, et le réfrigérateur était plein de nourriture. Elle pleura pour toutes les nuits qu'elles avaient passées dans la voiture. Elle pleura pour les repas qu'elle avait sautés, afin que Sophie puisse manger. Elle pleura pour la peur qui avait pesé sur ses épaules pendant tant de jours. Et elle pleura parce qu'enfin, elle pouvait respirer. Vincent et Madame Rossi s'étaient éclipsés à un moment donné. Laissant discrètement son espace lorsque Vivien s'était enfin calmé, elle était allée voir Sophie et avait trouvé sa fille profondément endormie sur le nouveau lit, serrant toujours son ours en peluche, les lèvres courbées, en un sourire dans ses rêves. Viviane était restée là à la regarder pendant un long moment, puis s'était penchée et avait embrassé le front de Sophie. « Tout va bien se passer, ma chérie », lui avait-elle murmuré. « Tout va bien se passer. » Vivien prit une douche. C'était la première fois en 5 jours qu'elle se tenait sous l'eau chaude, laissant la chaleur emporter la saleté, la fatigue et la peur. Elle enfila un pyjama propre que quelqu'un avait laissé dans le placard, puis s'allongea sur le lit moelleux de la grande chambre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. « C'est Vincent. Reposez-vous bien, Sophie et toi. Lundi matin, venez à la Carona et je vous trouverai du travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez ce numéro à tout moment. » Vivien fixa le message pendant un long moment, puis répondit avec des doigts qui tremblaient encore. « Merci, monsieur. Je ne sais même pas quoi dire d'autre. Vous nous avez donné plus qu'un toit. Vous nous avez donné de l'espoir. » La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Dormez bien, Viviane. Prenez soin de Sophie et prenez soin de vous aussi. » Elle posa son téléphone, fixa le plafond du nouvel appartement, et pour la première fois depuis des mois, elle sourit avant de sombrer dans le sommeil. Le lundi matin arriva plus vite que Viviane ne l'avait prévu. Elle se réveilla tôt, prit une douche et enfila ses plus beaux vêtements, une blouse blanche et un pantalon noir que quelqu'un avait laissé dans le placard de l'appartement, à sa taille, comme s'ils avaient été choisis spécialement pour elle. Elle ne savait pas si c'était Madame Rossi ou Vincent lui-même qui avait pris cette initiative. Mais elle en était discrètement reconnaissante. Après avoir donné son petit déjeuner à Sophie et l'avoir conduite à sa nouvelle école, une école primaire publique située à seulement 2 pâtés de maison de l'appartement, Vivien arriva à la Carona à 9h04. Le restaurant avait un aspect complètement différent à la lumière du jour. Il n'avait plus rien du luxe intimidant de ce samedi soir orageux. Le soleil d'automne inondait les hautes fenêtres, éclairant le parquet brillant et les tables et chaises soigneusement essuyées. Quelques employés se préparaient pour l'ouverture à 11h. Ils pliaient les serviettes, polissèrent l'argenterie, vérifièrent les vases de fleurs sur chaque table. Viviane s'arrêta à l'entrée, nerveuse malgré elle. C'était son nouveau départ, et elle ne pouvait pas se permettre de le gâcher. « Je viens voir mademoiselle Angela Torres, dit-elle à l'homme le plus proche. Vincent, je veux dire, monsieur Moretti, m'a dit de la rencontrer. » L'homme l'observa un instant, puis hocha la tête et lui indiqua la porte qui menait au bureau et à l'arrière. Angela Torres était une femme latino-américaine d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs tirés en une queue de cheval soignée et aux yeux bruns perçants. Elle portait un tailleur noir, des lunettes à monture argentée et dégageait l'autorité stricte de quelqu'un qui dirigeait ce restaurant depuis des années. Lorsque Viviane entra dans le bureau, Angela leva les yeux d'une pile de documents et l'inspecta de la tête aux pieds. « Viviane Cole, dit-elle. Ce n'est pas une question, mais une affirmation. Asseyez-vous. » Viviane s'assit sur la chaise en face du bureau, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Elle essaya de ne pas montrer son anxiété, même si son cœur battait à tout rompre. «
Monsieur Moretti m'a parlé de vous, dit Angela d'un ton neutre. Vous serez affecté à la section VIP, 20 $ de l'heure, plus les pourboires. Vos horaires sont de 9 h à 15 h, du lundi au vendredi. Cela vous convient-il? Oui, madame, répondit rapidement Viviane. C'est parfait. J'ai un jeune enfant que je dois aller chercher après l'école. Je sais, dit Angela en hochant la tête. Monsieur Moretti m'en a parlé, dit-elle après une pause. Puis elle poursuivit d'un ton plus sérieux. Je ne sais pas comment vous le savez, monsieur Moretti. Et honnêtement, cela m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que vous fassiez bien votre travail. Ici, je juge les gens sur leur performance, pas sur leurs relations. Vous comprenez? Viviane acquiesça, soulagée et flattée. Je comprends et je travaillerai dur. Vous ne serez pas déçu. Angela l'observa encore un instant, comme pour l'évaluer, puis acquiesça d'un signe de tête. Très bien, venez avec moi. Elle conduisit Vivien dehors et la présenta aux autres membres du personnel. La plupart d'entre eux étaient sympathiques et accueillants, mais une personne en particulier attira l'attention de Vivien. « Voici Carlos Rivera », dit Angela, en désignant un latino d'une vingtaine d'années, au large sourire et aux yeux joyeux. « Il te formera pendant ta première semaine. » Carlos serra la main de Viviane avec enthousiasme. « Bienvenue dans l'équipe. Ne t'inquiète pas, le travail n'est pas difficile. Il suffit de se souvenir des habitués, de savoir ce qu'ils aiment et de toujours sourire. C'est tout. » Vivien lui rendit son sourire, sa tension s'apaisant. « Merci. Je vais essayer d'apprendre aussi vite que possible. »« Je pense que tu vas très bien t'en sortir, » dit Carlos, le regard sincère. « Tout le monde ici a été nouveau un jour. Personne ne te juge. » Mais Carlos n'avait pas tout à fait raison. Alors qu'Angela continuait les présentations, Vivien remarqua qu'une autre femme l'observait. Non pas avec bienveillance, mais avec une froideur proche de l'hostilité. « Miranda Blake », dit Angela d'une voix un peu plus tendue, comme si elle sentait elle aussi la tension. « Elle s'occupe aussi des VIP. Elle t'aidera à te familiariser avec ce secteur. » Miranda était une femme blonde d'une trentaine d'années, d'une beauté saisissante, avec des lèvres rouges et des yeux bleus glaciers. Elle salua Vivien d'un signe de tête, mais ne sourit pas. Elle ne lui tendit pas la main. Elle ne lui adressa pas un seul mot de bienvenue. « Alors, c'est vous la nouvelle, monsieur ?» dit Miranda d'un ton léger, mais teinté de sous-entendu. « Vous devez être très spécial. » Viviane eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau froide dessus, mais elle ne le montra pas. Elle se contenta d'esquisser un sourire poli et répondit « Je suis juste nouvelle. Je suis ravie de travailler avec vous. » Miranda l'observa encore un instant, puis se détourna sans un mot. Viviane la regarda s'éloigner, se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter l'antipathie immédiate de cette femme, mais elle n'eut pas le temps d'y réfléchir. Son premier jour avait commencé, et elle avait beaucoup à apprendre. Les 2 semaines passèrent plus vite que Viviane ne l'avait prévu. Elle avait trouvé son rythme dans sa nouvelle vie. Son travail à la Corona, le fait d'emmener et de récupérer Sophie à l'école, l'appartement chaleureux de Maple Street. Carlos était devenu un bon ami, toujours prêt à l'aider et à la faire rire quand les choses devenaient tendues. Angela était stricte mais juste, et Vivien sentait qu'elle prouvait peu à peu ce dont elle était capable. Seule Miranda restait froide et continuait à faire des remarques acerbes. Mais Viviane avait appris à l'ignorer. Vincent passait de temps en temps au restaurant, et chaque fois, il s'arrêtait pour poser quelques questions à Vivien. Sophie allait bien. Avait-elle besoin de quelque chose? Comment se passait le travail? Des questions courtes, mais qui donnaient à Vivien le sentiment d'être vue. Elle commençait à penser que la vie lui souriait enfin, jusqu'à ce vendredi soir où tout a changé. Ce jour-là, Viviane avait dû rester plus tard que d'habitude parce qu'un collègue était malade et qu'elle s'était portée volontaire pour le remplacer. Sophie était avec Madame Rossi, qui la surveillait avec plaisir chaque fois que Vivien en avait besoin. Vers 20 h, lorsque le restaurant s'était vidé et que la plupart des employés étaient rentrés chez eux, Vivien est montée au 2e étage pour récupérer le manteau qu'elle avait oublié dans la salle de pause du personnel. Elle marchait dans le couloir,
lorsqu'elle entendit des voix provenant d'une pièce au fond. La porte était entr'ouverte, juste une petite fente. Elle avait l'intention de continuer son chemin, ne voulant pas écouter aux portes, mais elle entendit alors la voix de Vincent, glaciale, rien à voir avec le ton calme qu'il utilisait habituellement avec elle. « Je me fiche de ce que pense Castellano. » La voix de Vincent portait loin. « C'est mon territoire. Quiconque touche à l'un des miens le paiera. Et quand je dis payer, je veux dire qu'on ne retrouvera jamais le corps. » Vivienne se figea sur place. Une autre voix répondit et elle reconnut Marco. Castellano a envoyé un message. Ils veulent négocier la ligne maritime sud. Sinon, ils menacent de déclencher une guerre. Alors ce sera la guerre, répondit froidement Vincent. J'ai bâti cet empire de mes propres mains. Je n'ai pas peur des gens qui profèrent des menaces. Rassemble les hommes. Renforce la sécurité à tous les niveaux. Et découvre qui, dans l'organisation, divulgue des informations à Castellano. Quand tu l'auras trouvé, amène-le-moi. Vivienne recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Les murmures qu'elle avait entendus dans la rue, la peur dans les yeux des gens chaque fois que le nom de Vincent Morette était prononcé. Tout cela lui apparut soudain avec une clarté aveuglante. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, c'était un parrain de la mafia, le chef d'un empire clandestin, un homme capable d'ordonner un meurtre sans sourciller. Et elle vivait dans son appartement, travaillait dans son restaurant, laissait sa fille s'approcher de lui. Elle avait amené Sophie dans la tanière du loup sans même le savoir. Vivienne recula, essayant de ne pas faire de bruit. Elle descendit les escaliers, attrapa son sac à main et quitta le restaurant aussi vite que possible. Pendant tout le trajet du retour, ses pensées tourbillonnaient. Elle devait partir. Elle devait prendre Sophie et partir ce soir même, faire ses valises et disparaître avant le matin. Aller dans une autre ville. Tout recommencer à zéro. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de l'appartement et vit Sophie assise sur le canapé avec Madame Rossi, lisant un livre d'une voix chantante et maladroite, son petit visage rayonnant de bonheur, Vivien s'arrêta. Elle regarda autour d'elle, au réfrigérateur rempli de nourriture, à la petite chambre avec le lit moelleux et l'ours en peluche que Sophie avait baptisé M. Honnet, au dessin représentant un arc-en-ciel que Sophie avait fait à l'école et collé au mur du salon. Si elle s'enfuyait maintenant, où irait-elle? Retourner dormir dans la voiture. Retourner à la faim et au sans-abrisme. Retourner écouter Sophie pleurer de faim au milieu d'une nuit froide. Et pourquoi? Parce qu'elle avait peur d'un homme qui ne l'avait jamais entendue. Parce qu'elle avait peur du monde dans lequel il vivait, même si ce monde ne l'avait jamais touchée, ni elle, ni Sophie. Vincent les avait sauvées alors qu'elles étaient au plus bas. Il leur avait donné un foyer, un travail, de l'espoir. Il n'avait jamais rien exigé, jamais menacé, jamais fait peur. Jusqu'à ce soir, Vivien n'avait connu Vincent que comme un bienfaiteur, au cœur brisé par la mort de sa femme. « Maman !» Sophie courut se jeter dans les bras de Vivien. « Tu es rentrée ? Aujourd'hui, à l'école, j'ai eu un 10 parfait en maths. » Vivien se pencha pour la serrer dans ses bras, les yeux fermés. Elle avait pris sa décision. Elle resterait. Pour Sophie, pour la stabilité qu'elle avait enfin trouvée, et parce qu'une partie d'elle croyait que Vincent Moretti, quel que soit son secret, ne leur ferait pas de mal. Mais elle avait besoin de connaître la vérité. Elle avait besoin de l'entendre de sa propre bouche. Le lendemain était un samedi, jour de congé pour Vivien. Elle laissa Sophie chez Madame Rossi et se rendit à la Corona dans l'après-midi. Elle savait que Vincent s'y rendait généralement pour s'occuper de ses affaires avant son dîner hebdomadaire du samedi soir. Elle n'avait pas pris rendez-vous, n'avait prévenu personne. Elle était simplement entrée et avait dit à Tommy qu'elle devait voir M. Moretti. Tommy l'avait regardée avec surprise, puis avait hoché la tête et était monté au 2e étage. Quelques minutes plus tard, elle était escortée dans une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un bureau spacieux avec une grande fenêtre donnant sur la rue, un bureau en chêne noire et des étagères qui s'étendaient jusqu'au plafond. Vincent se tenait près de la fenêtre, dos à la porte. Lorsqu'il entendit ses pas, il se retourna et la regarda avec un bref éclair de surprise, puis retrouva rapidement son calme habituel.
Vivien, dit-il d'un ton neutre. Quelque chose ne va pas? Sophie va bien? Sophie va bien, répondit Vivien en s'efforçant de garder une voix calme. Je suis ici parce que j'ai une question à vous poser, et j'ai besoin que vous y répondiez honnêtement. Vincent l'observa un instant, puis hocha légèrement la tête et lui fit signe de s'asseoir sur la chaise. Mais Vivien ne s'assit pas. Elle resta debout devant lui, les mains crispées sur les côtés, soutenant son regard froid et gris. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Qui êtes-vous vraiment ?» Pas l'homme d'affaires prospère dont parlent les journaux, pas le généreux philanthrope, mais le vrai homme. Le silence s'installa dans la pièce. Vivien pouvait entendre son cœur battre rapidement et fort dans sa poitrine. Elle avait pensé à ce moment toute la nuit, se demandant si elle aurait le courage de poser la question, si elle voulait vraiment connaître la réponse. Mais elle avait besoin de savoir. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ignorance. Elle ne pouvait pas laisser Sophie grandir auprès d'un homme qu'elle ne comprenait pas. Vincent ne répondit pas tout de suite. Il l'observa comme s'il l'évaluait, se demandant si elle pourrait supporter la vérité. Puis il soupira. Un soupir fatigué que Vivien ne lui avait jamais entendu auparavant. « Qu'as-tu entendu » demanda-t-il doucement. Vivien cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit au courant. « Hier soir, admit-elle. Ta rencontre avec Marco. Je ne voulais pas écouter, mais j'ai entendu. » Vincent acquiesça lentement, comme si cela ne le surprenait pas du tout. « Alors, tu sais, dit-il sans chercher à le nier. Je suis le chef de la famille Moretti. Ma famille contrôle Chicago depuis 3 générations. Je dirige un empire que le monde extérieur appelle le crime organisé. J'ai fait des choses que tu ne veux pas savoir, et je continuerai à les faire pour protéger ce qui m'appartient. » Vivien sentit ses genoux fléchir. Même si elle s'en doutait, même si elle s'y était préparée, l'entendre le dire à voix haute fut tout de même un choc. Elle voulait s'enfuir, crier, lui demander pourquoi il ne le lui avait pas dit dès le début. Mais elle resta là, silencieuse, attendant. Vincent continua, d'une voix plus basse, plus sincère. « Il y a des choses que je ne ferai jamais. Je ne ferai jamais de mal aux femmes et aux enfants. Je ne toucherai jamais aux innocents. Et je ne trahirai jamais les personnes qui m'ont fait confiance. » Il s'approcha un peu plus. Pas assez pour la menacer, mais suffisamment pour qu'elle puisse voir la sincérité dans ses yeux gris. « Viven, je ne t'ai menti sur rien d'important. Je t'ai aidé à cause de Gianna, à cause de la promesse que je lui ai faite. C'est vrai. Je t'ai donné un foyer et un travail parce que tu méritais une chance. Pas parce que je voulais quelque chose de toi. C'est vrai aussi. Et je tiens à toi et à Sophie. Pas à cause d'un quelconque stratagème, mais parce que tu m'as rappelé qu'il y a encore des choses dans ce monde qui méritent d'être protégées. » Viven sentit ses yeux picoter. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Elle ne savait pas si elle devait rester ou s'enfuir. Mais lorsqu'elle regarda Vincent dans les yeux, elle ne vit aucune tromperie. Elle vit de la douleur, de la solitude et un besoin d'être compris qu'il avait probablement caché pendant des années. « Je ne te ferai jamais de mal, ni à toi ni à Sophie, » dit Vincent d'une voix qui ressemblait à un serment. « Je le jure sur la tombe de Gianna. Tu es en sécurité avec moi, toujours. »« Ma fille et moi sommes-nous en danger ?» demanda Viviane, la voix légèrement tremblante. « Parce que nous savons qui tu es ?» ?»« Non, » répondit Vincent immédiatement. « Personne ne connaît le lien qui nous unit, à part mes proches, et ils sont absolument loyaux envers le monde extérieur. Tu n'es qu'une employée de l'Orona, rien de plus. Et je ferai en sorte que cela reste ainsi pour te protéger. » Viviane resta là, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle posa sa dernière question. « Pourquoi me dis-tu la vérité ? Tu pourrais mentir. Tu pourrais nier. Tu pourrais me renvoyer parce que j'en sais trop. Pourquoi être honnête ?» Vincent resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, d'une voix aussi douce qu'un souffle, «
parce que vous méritez de connaître la vérité, et parce que je suis fatigué de mentir aux personnes qui me sont chères. » Vivienne ne dit rien d'autre. Elle se contenta d'acquiescer, se retourna et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle s'arrêta et dit par-dessus son épaule : « Je reste pour Sophie, et parce que je vous crois, ne me faites pas regretter ma décision. » Puis elle partit, et Vincent resta seul dans le bureau, la regardant s'éloigner avec un regard que Vivienne aurait reconnu, si elle s'était retournée, comme celui d'un homme qui venait de retrouver quelque chose de précieux qu'il pensait avoir perdu depuis longtemps. Après cette conversation, la relation entre Vivienne et Vincent commença à changer. Ce n'était plus seulement une relation entre un bienfaiteur et une personne aidée, ni seulement entre un patron et une employée, mais quelque chose d'autre, de plus proche, de plus chaleureux. Vincent commença à venir chez elle le soir, généralement 2 ou 3 fois par semaine. Il apportait des plats de la Carona, des plats italiens parfumés que Sophie aimait particulièrement. La première fois qu'il vint, Vivienne se sentit mal à l'aise, ne sachant pas comment se comporter avec un homme aussi puissant que lui dans le petit espace de son appartement. Mais Vincent ne la laissa pas longtemps dans cette situation inconfortable. Il ôta son manteau, retroussa les manches de sa chemise et s'assit par terre pour jouer avec Sophie avec des blocs, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Monsieur Vincent, pourquoi êtes-vous si grand ?» demanda Sophie un soir, alors qu'il construisait un château avec des blocs de bois. « Parce que je mange beaucoup de légumes, » répondit Vincent solennellement, même si ses yeux brillaient d'amusement. « Tu veux être grande comme moi ?»« Je veux seulement être aussi grande que maman, » répondit Sophie en regardant Vivienne qui se tenait dans la cuisine. « Maman est la plus jolie. » Vivienne sentit ses joues s'échauffer, et lorsqu'elle jeta un coup d'œil, elle surprit Vincent en train de la regarder avec un regard qu'elle n'osait nommer. Les soirées se passaient ainsi, s'intégrant progressivement à leur vie. Après que Sophie se soit endormie, Vivienne et Vincent s'asseyaient souvent sur le canapé, buvant du thé ou du café et discutant. C'étaient des conversations que Vivienne n'avait jamais eues avec personne, profondes et honnêtes, comme s'ils se dévoilaient petit à petit pour révéler leur véritable personnalité. Un soir, Vincent lui parla de son enfance. « Nous vivions dans le sud, dans un appartement d'une chambre, où l'hiver était si froid que l'eau gelait dans l'évier, » dit-il d'une voix basse et lointaine. « Mon père est parti quand j'avais 5 ans. Ma mère avait 3 emplois pour m'élever. Pendant la journée, elle nettoyait des immeubles de bureaux. L'après-midi, elle servait dans un restaurant. Le soir, elle faisait de la couture pour d'autres personnes. Je ne la voyais presque jamais. Mais chaque matin, quand je me réveillais, le petit déjeuner était déjà sur la table. » Il fit une pause, le regard perdu dans le vide. « Je ne sais pas combien d'heures elle dormait par jour. Peut-être 2 ou 3. Et elle me souriait toujours. Elle me disait que tout irait bien. Elle me disait qu'un jour, nous aurions une vie meilleure. Elle était si forte, » dit Vivienne doucement. « C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, » répondit Vincent. « Jusqu'à ce que je te rencontre. » Vivienne sentit son cœur trébucher. Mais elle fit semblant de ne pas avoir entendu la dernière phrase. Au lieu de cela, elle commença à raconter sa propre histoire. « J'ai rencontré Jason quand j'avais 21 ans, » dit-elle d'une voix calme, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. « Il était beau, drôle, et il disait tout ce que je voulais entendre. Je pensais que c'était l'amour. » Elle baissa les yeux vers la tasse de thé qu'elle tenait entre ses mains. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais tellement heureuse. Je me suis précipitée pour lui annoncer la nouvelle, pensant qu'il serait aussi heureux que moi. Mais l'expression sur son visage quand il a appris la nouvelle, je ne l'oublierai jamais, comme si je venais de le condamner à mort. »« Qu'a-t-il dit ?» demanda Vincent, la voix tendue. « Il n'a rien dit, » répondit Vivienne. Il s'est simplement levé, a attrapé son manteau et est sorti. Je lui ai demandé où il allait, et il m'a répondu qu'il allait acheter des cigarettes. C'est la dernière fois que je l'ai vu. 6 ans. Pas un seul coup de fil. Pas un seul message. Pas un seul dollar pour aider à élever son enfant. Comme si Sophie et moi n'avions jamais existé dans sa vie. Vincent serra les mâchoires
et Vivian vit la rage monter dans ses yeux gris. Mais il ne dit rien. Il s'est contenté de tendre la main et de prendre la sienne, chaude et ferme. « Tu ne méritais pas d'être traité ainsi », a-t-il dit doucement. Et Sophie non plus. « Je sais », a répondu Vivian. Et pour la première fois, elle n'a pas retiré sa main. Mais s'il n'était pas parti, je ne serais pas là. Sophie ne serait pas là. Et j'ai appris à me débrouiller seule. Elle regarda Vincent, les yeux brillants. J'ai arrêté de lui en vouloir il y a longtemps. Certaines personnes ne méritent pas qu'on leur consacre ses sentiments. Vincent acquiesça, serrant doucement ses doigts autour des siens. Tu es plus forte que tu ne le penses, Vivien. Et tu n'es plus seule. Ce soir-là, lorsque Vincent partit, Vivien resta debout près de la fenêtre, regardant sa voiture noire disparaître dans l'obscurité, et elle réalisa que son cœur battait plus vite que d'habitude. Novembre arriva avec les premiers vents froids de la saison et les feuilles dorées jonchant les trottoirs de Chicago. Cette année, Thanksgiving tombait le dernier jeudi du mois, et lorsque Vincent demanda à Vivien si elle avait des projets pour les vacances, elle s'apprêtait à répondre qu'elle préparerait un petit repas pour Sophie dans l'appartement. Mais Vincent l'interrompit avant qu'elle n'ait pu terminer. « Viens chez moi », dit-il d'une voix calme. Mais ses yeux exprimaient une douce supplication. « J'ai une grande maison qui semble vide. Ma mère est dans une maison de retraite trop éloignée pour que je puisse lui rendre visite en une seule journée. D'habitude, je mange seul ce jour-là, mais cette année, je ne veux plus de ça. » Vivien voulait refuser, mais lorsqu'elle regarda dans les yeux gris de Vincent, elle y vit la solitude qu'il essayait de cacher, et elle la comprit, car elle aussi s'était sentie seule. « D'accord, dit-elle, je viendrai. » Le matin de Thanksgiving, Vincent vint chercher Viviane et Sophie dans sa voiture noire habituelle. Sophie était trop excitée pour rester assise tranquille, posant question après question, demandant si la maison de M. Vincent était grande, s'il y avait une aire de jeu, s'il avait un chien. Vincent répondit patiemment à chacune de ces questions, et Vivien le vit sourire plus que d'habitude. Un vrai sourire qui illuminait ses yeux gris. La propriété de Vincent se trouvait en dehors de la ville, dans un quartier calme composé de grandes maisons et de vastes jardins. La maison était un manoir de style colonial, avec des colonnes blanches et de grandes fenêtres, plus grandes que tout ce que Vivien avait jamais vu. Mais lorsqu'elle franchit la porte d'entrée, elle ne se sentit pas submergée par le luxe. Elle se sentit triste parce que la maison était trop grande, trop vide, trop silencieuse pour un homme qui y vivait seul. Et sur les murs, partout, il y avait des photos d'une femme aux cheveux bruns et au sourire radieux, Gianna. Vivien la reconnut immédiatement. La femme sur les photos était d'une beauté douce, avec des yeux bruns chaleureux et des fossettes. Sur l'une des photos, elle riait avec Vincent au bord de l'océan. Sur une autre, elle tenait un chaton dans ses bras. Sur la dernière photo, au-dessus de la cheminée, elle portait une robe de mariée blanche aux côtés de Vincent. Tous deux rayonnaient de bonheur. « Elle est si belle », dit Vivien doucement. « C'était la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée », répondit Vincent d'une voix lointaine. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Elle pouvait faire rire n'importe qui avec quelques mots. Elle voyait le bon côté de chacun, même en moi, quand je ne le voyais pas moi-même. Sophie courut dans le jardin pour découvrir la balançoire que Vincent lui avait montrée, laissant les deux adultes dans le salon avec toutes ces photos du passé. « Je garde ces photos partout parce que j'ai peur d'oublier, » dit Vincent d'une voix plus basse. Peur d'oublier sa voix, son sourire, la façon dont elle me regardait chaque matin quand je me réveillais. Il s'est tourné vers Vivien. Mais dernièrement, je commence à comprendre que garder les morts dans son cœur ne signifie pas qu'il faille fermer son cœur aux vivants. Vivien ne savait pas quoi dire. Alors elle s'est contentée de tendre la main et de prendre la sienne. Un petit geste qui signifiait tout. Ils restèrent ainsi un moment. Puis Sophie revint en courant pour demander à manger. Le moment s'interrompit, mais il ne disparut pas. Cet après-midi-là, tous les trois allèrent dans la cuisine pour préparer le repas.
Vincent avait préparé les ingrédients à l'avance. Une grosse dinde, des pommes de terre, des légumes et tout le nécessaire pour faire une tarte à la citrouille. Vivien fut surprise de voir à quel point il était doué en cuisine, coupant les légumes rapidement et assaisonnant avec assurance. « C'est ma mère qui m'a appris », expliqua Vincent lorsqu'il vit qu'elle l'observait. Elle disait « Aucun de ses fils n'avait le droit d'être inutile en cuisine. Gianna aimait ça. » Il sourit à ce souvenir. Honnêtement, elle était une cuisinière épouvantable. Une fois, elle a essayé de faire des lasagnes, et le résultat ressemblait à du ciment. Nous en avons ri pendant toute une semaine. Vivien rit et réalisa que c'était la première fois que Vincent parlait de Gianna sans seulement de la douleur. Il y avait aussi de la joie et de bons souvenirs. Et Vivien se sentit reconnaissante qu'il partage cela avec elle. Sophie fut chargée de mélanger la pâte à tarte, et elle s'acquitta de sa tâche avec le sérieux d'un chef professionnel. Même si la pâte finit par recouvrir son visage et ses cheveux, le dîner se déroula dans le rire et les anecdotes. Ils s'assirent autour de la grande table à manger. Seulement 3 personnes dans un espace pouvant en accueillir 20. Pourtant, cela ne semblait pas du tout vide. Sophie parla de l'école, de son professeur, de ses nouveaux amis. Vincent l'écoutait attentivement, comme si chaque histoire racontée par la petite fille était la chose la plus importante au monde. Après le dîner, Sophie, épuisée par cette longue journée, s'endormit sur le canapé du salon. Vivien et Vincent firent la vaisselle dans la cuisine, côte à côte devant l'évier. Ils ne parlèrent pas beaucoup, travaillant simplement dans un silence confortable, mais l'atmosphère entre eux semblait plus dense que d'habitude. Puis leurs mains se frôlèrent, lorsqu'ils tendirent tous deux la main vers une assiette. Vivien commença à se retirer, mais Vincent attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens sous l'eau chaude qui coulait. Elle leva les yeux vers lui, et il la regardait avec un regard qu'elle ne pouvait pas se tromper. « Vivien » dit-il son nom comme s'il s'agissait d'une prière. Elle ne répondit pas. Elle laissa simplement sa main reposer dans la sienne. Et à ce moment-là, elle sut que tout entre eux avait changé pour toujours. Le mois de décembre arriva, avec sa neige blanche et son atmosphère de Noël dans tout Chicago. Les sapins de Noël scintillaient le long des rues, des lumières colorées clignotaient sur les toits, et des chants de Noël flottaient partout. C'était le premier Noël de Vivien et Sophie depuis que leur vie avait changé. Et Vivien voulait qu'il soit vraiment spécial. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Vincent ait tout prévu. Il les invita dans son domaine le matin de Noël, et lorsque Vivien et Sophie entrèrent, Sophie s'arrêta net, les yeux écarquillés comme 2 billes bleues. Dans le salon, un immense sapin de Noël s'élevait presque jusqu'au plafond. Il était décoré d'ornements argentés et dorés, de guirlandes scintillantes et d'une étoile brillante à son sommet. Sous le sapin se trouvaient des dizaines de cadeaux emballés dans du papier rouge et vert, avec de grands nœuds. « Maman !» murmura Sophie, la voix tremblante, car elle n'arrivait pas à y croire. « Tout cela est-il réel, maman ?»« C'est réel, ma chérie, » dit Vincent en s'approchant d'elle, avec un rare sourire aux lèvres. « Et certains sont pour toi. » Sophie le regarda, puis regarda sa mère, puis regarda à nouveau la pile de cadeaux. Et soudain, elle se précipita vers Vincent et lui enlaça les jambes. « Merci, monsieur Vincent, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « C'est le plus beau Noël de toute ma vie. » Vincent se baissa pour la serrer dans ses bras, et lorsqu'il releva la tête, Vivien vit ses yeux briller. Il cligna rapidement des yeux pour le cacher, mais elle l'avait déjà vu. Sophie déchira chaque paquet avec une joie impatiente, et chaque cadeau était parfait. Vivien savait que Vincent avait passé beaucoup de temps à y réfléchir. Une poupée aux cheveux blonds comme ceux de Sophie, un ensemble de livres d'images sur les animaux, un manteau d'hiver rose chaud, des bottes à motifs de flocons de neige, et un ensemble d'art professionnel, car Sophie adorait dessiner. Vincent offrit également des cadeaux à Vivien. De nouveaux vêtements de travail, une paire de chaussures confortables et un ensemble de livres sur la gestion d'entreprise dont elle avait parlé un jour lorsqu'elle avait évoqué son rêve de reprendre ses études. Chaque cadeau montrait qu'il l'avait écouté, qu'il avait remarqué, qu'il se souciait des moindres détails de sa vie. « Il y en a encore un, »
dit Vincent en sortant une petite boîte en velours noir de sa poche. Celui-ci est plus spécial. Vivien l'ouvrit et retint son souffle. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme de cœur. Et sur le pendentif, 3 noms étaient gravés en lettres italiques élégantes. Vivenne, Vincent, Sophie, nous 3, dit Vincent doucement, d'une voix plus basse que d'habitude. C'est ce que je vois quand je pense à l'avenir. Je voulais que tu aies quelque chose pour te rappeler que nous formons déjà une famille à tous les égards qui compte. Vivenne sentit les larmes monter et ne tenta pas de les retenir. Elle laissa Vincent attacher le collier autour de son cou, ses doigts effleurant sa peau lorsqu'il le ferma, et elle frissonna à ce contact. Ils passèrent toute la journée ensemble à cuisiner, à regarder des films de Noël et à jouer avec Sophie dans la neige dehors. Le soir venu, Sophie était épuisée par cette journée pleine de joie et s'endormit sur le canapé, serrant toujours sa nouvelle poupée dans ses bras. Vivenne la couvrit d'une couverture, puis retourna dans le salon où Vincent se tenait près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Elle alla se placer à côté de lui, et ils restèrent silencieux pendant un moment, regardant les flocons blancs tourbillonner dans la lueur des réverbères. « Vincent, dit Vivenne doucement, merci pour tout cela, pour avoir rendu ce Noël spécial pour Sophie, et pour moi aussi. » Vincent se tourna vers elle, ses yeux gris profonds et pleins d'émotion. « Sophie m'a demandé quelque chose tout à l'heure. Quand tu es allé préparer le thé. Que t'a-t-elle demandé ? Elle m'a demandé si je pouvais être son papa. » Vivenne resta immobile, ne sachant pas comment réagir. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle répondit « Tous les enfants à l'école ont un papa, et elle veut que je sois le sien. » Vincent continua, la voix légèrement tremblante, comme s'il retenait quelque chose de violent. « Elle a dit que je faisais rire sa mère, et que c'était la chose la plus importante. »« Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demanda Vivien, d'une voix à peine audible. « Je lui ai dit que c'était ce que je voulais plus que tout au monde, mais que je devais d'abord demander à sa mère. » Vincent s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Vivien, j'ai essayé de garder mes distances. J'ai essayé de me convaincre que tu méritais quelqu'un de mieux que moi, quelqu'un qui vit dans la lumière et non dans l'ombre, mais je ne peux plus me mentir. » Il la regarda droit dans les yeux, et Vivien vit tout ce qu'il ressentait dans ses profondeurs grises. Le désir, la peur et l'amour. « Je t'aime, Vivien. Je t'aime depuis le soir, où tu es entrée dans mon restaurant, trempée et tremblante, mais la tête haute. J'aime ta force, ta douceur, la façon dont tu aimes Sophie plus que toi-même. Je t'aime, toi et Sophie. Et je veux être avec vous chaque jour, chaque heure, chaque minute qu'il me reste. » Vivien sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle souriait. Le sourire le plus radieux qu'elle ait eu depuis des années. « Je t'aime aussi, dit-elle, pour la première fois, en l'appelant par le prénom familier, tu. J'ai essayé de le nier, d'avoir peur, de garder mes distances. Mais tu as abattu tous les murs que j'avais construits. Tu as donné à Sophie et à moi un foyer, une vie, et maintenant ton cœur. Je t'aime, Vincent. » Vincent la serra dans ses bras, et lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, Vivenne eut l'impression que le monde entier s'était arrêté. Le baiser était doux, tendre et plein de promesses. Le baiser de 2 cœurs solitaires qui s'étaient enfin trouvés. Dehors, la neige continuait de tomber, blanchissant tout Chicago. Mais dans les bras de Vincent, Vivenne ne s'était jamais sentie aussi réchauffée. Le bonheur de Vivenne ne dura pas longtemps. Après Noël, elle retourna à Laona le cœur rempli de joie et d'espoir. Mais elle ne savait pas qu'un nuage noir commençait déjà à s'amonceler. Miranda les avait vus. La nuit de Noël, lorsque Vincent ramena Vivien et Sophie à l'appartement, Miranda se tenait de l'autre côté de la rue, dans l'ombre, regardant Vincent se pencher et embrasser Vivien devant sa porte, et elle attendit le moment opportun. Le premier jour après les vacances, Vivien entra dans l'Acarona et sentit immédiatement le changement, les regards furtifs,
les chuchotements qui s'éteignaient dès qu'elle passait, les sourires crispés de personnes qui avaient autrefois été amicales. Carlos était le seul à la traiter comme avant, mais même lui semblait mal à l'aise. « Que se passe-t-il » demanda Vivien à Carlos, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la salle de pause du personnel. Carlos hésita, puis poussa un soupir. « Miranda répand des rumeurs. Elle dit que vous et M. Moretti avez une liaison. Elle dit qu'il vous a embauché pour cette raison, que l'appartement dans lequel vous vivez est un cadeau de sa part, que vous avez gravi les échelons en couchant avec le patron. » Vivien eut l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Elle eut un haut-le-cœur et dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « Ce n'est pas vrai, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je sais, » répondit rapidement Carlos. « Je n'en crois pas un mot, » dit Miranda. « Mais d'autres y croient, ils en parlent partout. Cette journée fut un enfer. » Vivien sentait tous les regards critiques la transpercer. Elle entendait les ricanements lorsqu'elle passait. Elle voyait Miranda dans un coin, chuchotant avec un groupe d'employés, jetant de temps en temps un regard satisfait à Vivien. Alors que Vivien débarrassait une table, une collègue passa à côté d'elle et dit, assez fort pour que Vivien l'entende, « Ça doit être sympa d'être assez jolie pour que le patron te garde. » Vivien serra les dents, se forçant à ne pas réagir. Elle se rappela qu'elle avait survécu à pire que cela. Elle avait dormi dans une voiture avec sa fille, souffert de la faim pour que Sophie puisse manger, mendié des restes auprès d'inconnus. Quelques rumeurs désagréables n'alienaient pas la briser. Mais lorsqu'elle entra dans les toilettes et vit son propre visage dans le miroir, elle pleura. Non pas parce qu'elle était insultée, mais parce qu'elle avait peur. Peur que les rumeurs blessent Vincent. Peur que leur relation lui cause des ennuis. Peur qu'elle devienne un fardeau plutôt qu'une source de joie. Cet après-midi-là, Angela appela Vivien dans son bureau. Le cœur serré, Vivien franchit le seuil, certaine qu'elle allait être licenciée. Mais Angela ne la licencia pas. « Asseyez-vous » dit Angela d'une voix aussi sévère que d'habitude. Vivien s'assit, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai entendu parler de ce qui se passe » dit Angela sans détour. « Et je veux que tu saches où j'en suis. » Elle regarda Vivien d'un œil perçant. « Je me fiche de savoir avec qui tu es. Ta vie privée ne regarde que toi. Ce qui m'importe, c'est que tu fasses bien ton travail. Et au cours des 3 derniers mois, tu as été l'une de mes meilleures employées. Les clients t'adorent. Tu es travailleuse, fiable, et tu ne te plains jamais. » Vivien sentit ses yeux picoter. Angela se leva et contourna le bureau. « Je travaille chez La Carona depuis 15 ans. Je sais quel genre d'homme est M. Moretti. Ce n'est pas le genre à profiter de ses employés. Et tu n'es pas du genre à te vendre pour gravir les échelons. N'importe qui peut le voir. » Elle posa une main sur l'épaule de Vivien. « Ne laisse pas Miranda ou qui que ce soit d'autre définir qui tu es. Tu connais la vérité, et c'est la seule chose qui compte. » Ce soir-là, lorsque Vincent vint à l'appartement comme d'habitude, Vivien ne put cacher sa tension. Elle lui raconta tout à propos de Miranda, des rumeurs, des regards et des chuchotements, et pour la première fois depuis qu'ils étaient ensemble, elle lui dit ce qu'elle redoutait le plus. « Peut-être devrions-nous garder nos distances pendant un certain temps, » dit-elle, incapable de le regarder dans les yeux, du moins en public. « Laissons les rumeurs s'estomper. Laisse-moi d'abord faire mes preuves. » Vincent resta silencieux pendant un long moment. Et lorsque Vivien leva enfin les yeux, elle vit que sa mâchoire était crispée et que ses yeux gris s'étaient assombris. « Tu me demandes de cacher mon amour, comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux, » dit-il d'une voix tendue. « Je ne te demande rien, » rétorqua Vivien, la voix durcie. « J'essaie simplement de nous protéger tous les deux. » Ce soir-là, Vincent partit plus tôt que d'habitude. Et pour la première fois, il ne l'embrassa pas avant de partir. Vivien se tenait à la fenêtre, regardant sa voiture disparaître dans la nuit, et elle se demandait si elle venait de gâcher la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. 2 semaines se sont écoulées après cette nuit tendue. Vivien et Vincent continuaient à se voir, mais quelque chose avait changé. La facilité et la chaleur qu'ils avaient autrefois
ont été remplacés par la prudence. Ils étaient désormais plus prudents, gardaient plus de distance en public, et les conversations tardives ne coulaient plus comme avant. Vivien savait que c'était de sa faute, et elle s'en voulait tous les jours. Mais un autre danger se rapprochait, et elle n'en avait aucune idée. Un vendredi après-midi, alors que Vivien raccompagnait Sophie de l'école à la maison, elle ressentit quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un l'observait. Elle se retourna, mais tout ce qu'elle vit, c'était le flux habituel de personnes dans la rue. Elle se dit qu'elle imaginait trop de choses, et continua à marcher, la main fermement agrippée à celle de Sophie. Mais cette sensation ne la quitta pas. Les jours suivants, Vivien continua à sentir des regards posés sur elle. Quand elle quittait l'appartement le matin, quand elle emmenait Sophie à l'école, quand elle travaillait chez La Carona, elle remarqua une voiture noire qui était souvent garée près de son immeuble, et un homme vêtu d'un manteau gris qui venait régulièrement au café en face de l'école de Sophie. Elle voulait croire que c'était une coïncidence, mais son instinct paternel lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle avait l'intention d'en parler à Vincent, mais leur relation était tendue, et elle ne voulait pas l'accabler avec des inquiétudes qui n'étaient peut-être que le fruit de son imagination. C'était une erreur. Un soir, alors que Vivien s'apprêtait à aller chercher Sophie à son cours d'art après l'école, Marco apparut à la porte de son appartement, le visage plus sérieux que d'habitude, les yeux assombris par l'inquiétude. « Tu dois venir avec moi », dit Marco d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. Tout de suite. « Que se passe-t-il » demanda Vivien, le cœur battant à tout rompre. « Sophie, elle est en sécurité. J'ai déjà envoyé quelqu'un la chercher. Elle est avec M. Moretti. Tu dois y aller immédiatement. » Marco la conduisit à toute vitesse jusqu'à la propriété de Vincent. Pendant tout le trajet, il ne dit rien d'autre. Il jetait seulement un coup d'œil vigilant dans le rétroviseur de temps en temps. Lorsqu'ils arrivèrent, Vivien se précipita à l'intérieur et trouva Sophie assise dans le salon avec Madame Rossi, en train de dessiner comme si de rien n'était. Mais Vincent était différent. Il se tenait dans un coin, un téléphone collé à l'oreille, parlant italien d'une voix glaciale. Lorsqu'il vit Vivien, il mit fin à l'appel et s'approcha d'elle, ses yeux gris bouillonnant d'une fureur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Qu'y a-t-il » demanda Vivien, la voix tremblante. « Castellano » répondit Vincent, le nom sortant comme une malédiction. « Ils sont au courant pour toi. » À propos de Sophie, ils te surveillant depuis 2 semaines. Vivien sentit son sang se glacer. « Quoi ? Marco l'a découvert ce soir ?» continua Vincent, la mâchoire si serrée qu'elle pouvait voir les muscles tendus sous sa peau. « L'un d'eux te suivait quand tu as quitté La Carona. C'est Castellano. Ils ont rassemblé des informations sur toi. Probablement pour t'utiliser comme moyen de pression contre moi ?» Vincent s'approcha, ses mains agrippant les épaules de Vivien. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais l'impression d'être suivi ?»« Je pensais que j'imaginais des choses, » dit Vivien, la voix étranglée. « Je ne voulais pas t'embêter. » M'embêter. Vincent faillit grogner, mais il se retint, baissant la voix, toujours tendue. « Ta sécurité et celle de Sophie sont la chose la plus importante au monde pour moi. Plus importante que tout. Tu comprends ?» Il se tourna vers Marco et lui donna un ordre d'une voix qui ne souffrait aucune réplique. « Double la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un homme pour Vivien, un pour Sophie, et un pour surveiller l'appartement. Personne ne doit s'approcher d'elle sans que nous le sachions. » Marco acquiesça et partit immédiatement. Vincent se retourna vers Vivien, et elle le vit dans ses yeux. Non seulement de la colère, mais aussi de la peur. La peur de la perdre comme il avait perdu Gianna. « Je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi ni à Sophie, » dit-il d'une voix qui ressemblait à un serment. « Je te le jure. » Vivien l'enlaça. Et pour la première fois depuis leur dispute, elle eut le sentiment qu'ils étaient à nouveau vraiment ensemble. Mais elle comprit aussi que l'obscurité du monde de Vincent l'avait finalement atteinte et que leur vie ne serait plus jamais complètement paisible. Cette nuit-là, Vivien ne parvint pas à dormir. Elle était allongée sur le lit de la chambre d'amis que Vincent lui avait donnée.
Et Sophie, fixant le plafond dans le noir, repensait à tout ce qui s'était passé. Sophie dormait profondément à côté d'elle, inconsciente que des hommes dangereux l'avaient observée, que leur vie paisible était menacée. Et c'était la faute de Vivien. Si elle n'était pas entrée à la Corona cette nuit pluvieuse, si elle n'avait pas accepté l'aide de Vincent, si elle n'avait pas laissé son cœur l'aimer, alors Sophie ne serait jamais devenue une cible. Elle avait entraîné sa fille dans un monde dangereux qu'un enfant ne devrait jamais connaître. Au matin, lorsque Vincent vint voir comment elles allaient, Viviane avait pris sa décision. Elle s'assit, le regarda droit dans les yeux et lui dit ce qu'elle avait pensé toute la nuit. « Sophie et moi devons partir. » Le visage de Vincent se figea. « Quoi ? » ?»« Je dois emmener Sophie loin d'ici, » dit Vivien, d'une voix plus calme qu'elle ne l'était en réalité. « Loin de Chicago, loin de cette vie, dans un endroit où Castellano ne pourra pas nous trouver. Sophie est ma fille. C'est ma responsabilité de la protéger. Et je ne peux pas le faire si je reste avec toi. De quoi parles-tu ? » Vincent s'approcha, les yeux gris bouillonnant d'émotion. « Tu vas t'enfuir ? Tu vas tout gâcher. »« J'essaie de sauver ma fille, » répondit Vivien d'une voix légèrement tremblante mais ferme. « Tu sais à quel point ton monde est dangereux. Tu as perdu Gianna à cause de ça. Je ne peux pas laisser Sophie être la prochaine victime. Je préfère te perdre toi plutôt que mon enfant. » Ces mots transpercèrent Vincent comme un couteau dans le cœur. Il resta là, debout, et pour la première fois, son visage impassible laissa apparaître une douleur brute. Un silence lourd et suffocant s'installa entre eux. Puis Vincent prit la parole, d'une voix plus basse, tremblante. « Donne-moi 24 heures. » Vivien cligna des yeux, ne comprenant pas. « Quoi ? 24 heures ?» répéta Vincent. « Ne prenez pas de décision tout de suite. Donnez-moi un jour pour régler ça. Si après 24 heures, vous voulez toujours partir, je ne vous en empêcherai pas. Je vous donnerai de l'argent, une voiture, tout ce dont vous avez besoin pour recommencer ailleurs. Mais donnez-moi une chance. »« Que pouvez-vous faire en 24 heures ?» demanda Vivien. « Je mettrai fin à tout ça, » dit Vincent, le regard durci par la détermination. « Je m'assurerai que Sophie et toi soyez en sécurité pour toujours. » Il ne donna pas plus d'explications, et Vivien ne posa pas de questions. Elle se contenta d'acquiescer, acceptant d'attendre. Même si, au fond d'elle-même, elle ne croyait pas que Vincent puisse tenir sa promesse. Mais elle lui devait au moins cela. Après tout ce qu'il avait fait pour elle, Vincent partit aussitôt avec Marco et plusieurs hommes que Vivien ne connaissait pas. Elle regarda par la fenêtre la file de véhicules noirs quitter le domaine et pria pour qu'il revienne sain et sauf. Même si elle ne savait pas où il allait, ni ce qu'il comptait faire, Vivien resta toute la journée dans le manoir avec Sophie, gardée par des hommes postés à chaque entrée. Elle essaya de rester calme pour sa fille, joua avec elle, lui fit la lecture, mais son esprit ne cessait de tourner autour de Vincent. Où était-il ? Que faisait-il ? Était-il en danger ? Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, Vivien s'assit seul dans le salon, regardant l'horloge avancer lentement. Puis, vers minuit, elle entendit des voitures. Elle courut vers la porte et vit Vincent sortir du SUV noir. Il avait l'air épuisé, le visage tendu par la fatigue, mais il n'était pas blessé. Quand il la vit, il s'approcha rapidement et la serra dans ses bras. « C'est fait » murmura-t-il dans ses cheveux. « Toi et Sophie êtes en sécurité maintenant. »« Qu'as-tu fait ?» demanda Vivien en levant le visage vers lui. « J'ai rencontré Castellano » répondit Vincent d'une voix fatiguée. « Je leur ai proposé un accord de paix. Je leur ai donné la ligne maritime sud et 2 de mes territoires commerciaux en banlieue. En échange, ils ne toucheront jamais à toi ni à Sophie. Tu es protégé par un pacte de sang, le lien le plus fort qui soit dans notre monde. Quiconque le violera s'exposera aux représailles des 2 familles. » Vivien resta là, stupéfaite. « Tu as abandonné ton territoire. Tu as remis le pouvoir et l'argent à ton ennemi. Juste pour moi et Sophie. Rien n'importe plus que toi. » dit Vincent en prenant son visage entre ses mains et en essuyant les larmes qui coulèrent sur ses joues sans qu'elle s'en rende compte.
Le territoire peut être reconquis. L'argent peut être regagné. Mais toi et Sophie, vous ne pouvez pas être remplacés. J'ai perdu Gianna parce que je n'étais pas assez fort pour la protéger. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Je renoncerai à tout pour assurer votre sécurité. À tout, Vivien pleura sans plus essayer de le cacher. Elle pleura de soulagement, de gratitude, d'incrédulité devant l'amour que cet homme lui portait. Elle pensait devoir partir, mais Vincent avait prouvé qu'il était prêt à tout sacrifier pour la garder auprès de lui. « Je suis désolée, dit-elle, la voix brisée. Je suis désolée d'avoir voulu partir. Je suis désolée d'avoir douté de toi. » « Ne t'excuse pas, dit Vincent doucement. Tu protégeais ton enfant. C'est pour cela que je t'aime. » Ils restèrent là, enlacés sous le clair de lune, et Vivien sut qu'elle ne partirait plus jamais. Vincent avait choisi Sophie, et elle plutôt que le pouvoir. C'était la preuve la plus évidente de son amour. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans une paix que Vivien n'aurait jamais cru possible. L'accord avec Castellano tint bon. Plus aucune voiture noire ne les suivait. Plus aucun regard suspicieux. Plus aucun sentiment de malaise chaque fois qu'elle mettait le nez dehors. Vincent avait tenu sa promesse. Sophie et Vivien étaient vraiment en sécurité. La vie reprit lentement son cours normal, mais c'était une nouvelle normalité, quelque chose de mieux. Vivienne continua à travailler chez La Carona, désormais avec le respect sincère de ses collègues. Miranda démissionna peu après, personne ne croyant plus aux rumeurs qu'elle avait lancées. Angela promut même Vivienne à la supervision de la section VIP, avec un salaire plus élevé et davantage de responsabilités. Sophie adorait sa nouvelle école, s'était fait de nouveaux amis et était toujours impatiente de partager ses histoires. Dès qu'elle rentrait à la maison, elle appelait Vincent « Monsieur ». Vincent avec une tendre affection. Et chaque fois qu'il venait lui rendre visite, elle courait se jeter dans ses bras comme s'il était la personne qu'elle aimait le plus au monde. Un samedi après-midi, à la fin du mois de février, Vincent a proposé d'emmener Vivien et Sophie au parc. Sans raison particulière, a-t-il dit, juste parce qu'il faisait beau et qu'il voulait passer du temps avec les deux femmes les plus importantes de sa vie. Vivienne accepta sans hésiter. Lincoln Park se trouvait à environ 20 minutes en voiture de la propriété de Vincent. Il était doté d'allées pavées, de vieux arbres imposants et d'une aire de jeu pour enfants remplie de balançoires et de toboggans. Sophie poussa un cri de joie lorsqu'elle vit les balançoires et courut droit vers elle, laissant Vincent et Vivien se promener derrière elle. Ils marchèrent côte à côte sur le chemin de gravier, les doigts entrelacés. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les branches, projetant des taches de lumière dansante sur le sol. L'air était frais et pur, emportant avec lui le parfum de l'herbe nouvelle et des fleurs du début du printemps. « Savez-vous pourquoi j'ai choisi cet endroit ?» demanda Vincent doucement. Vivien secoua la tête. « Parce que c'est le premier endroit où j'ai vu Sophie rire vraiment, » répondit Vincent. « Le mois dernier, quand je vous ai amené ici, Sophie a couru vers les balançoires et a ri aux éclats pendant 1 heure entière, et tu es resté là à la regarder, avec un sourire aussi radieux que le soleil. Je vous ai regardés tous les deux, et je me suis dit, c'est ce que je veux pour le reste de ma vie. » Vivien sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans la voix de Vincent, une gravité et une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Ils s'arrêtèrent sur une petite parcelle d'herbe, regardant Sophie rire sur la balançoire au loin. Puis Vincent se tourna vers elle et prit ses 2 mains dans les siennes. « Vivien, tu as changé ma vie, » dit-il, ses yeux gris rivés sur les siens. « Avant de te rencontrer, je ne faisais qu'exister. Je ne vivais pas. Je me réveillais chaque jour, je travaillais et j'allais me coucher. Mais je n'avais aucun but, aucune joie, aucune raison de continuer. Gianna est morte et a emporté une partie de moi avec elle. Je pensais que cette partie était perdue à jamais. » Il fit une pause et prit une profonde inspiration. « Mais ensuite, tu es entré dans mon restaurant, par cette nuit pluvieuse, trempée et désespérée, mais refusant de céder. Tu m'as regardé avec tes yeux verts courageux et tu m'as demandé des restes pour ta fille. Et à ce moment-là,
quelque chose en moi s'est réveillé. Vivien sentit les larmes couler, mais elle n'essaya pas de les retenir. Elle resta là, à l'écouter, le cœur débordant. « Toi et Sophie m'avez donné une famille, » continua Vincent. « Vous m'avez donné une raison de vivre, d'espérer, de croire que je pouvais devenir un homme meilleur. Je promets de te protéger, et je tiendrai cette promesse pour le reste de ma vie. Mais je ne veux pas seulement te protéger à distance. Je veux être avec toi tous les jours. Je veux me réveiller à tes côtés tous les matins. Je veux voir Sophie grandir et m'appeler papa. Je veux construire une vie avec toi, une vie que nous méritons tous les deux. » Il lâcha l'une de ses mains et fouilla dans sa poche, d'où il sortit un petit écrin de velours noir. Lorsqu'il l'ouvrit, Vivien vit une bague en diamant toute simple scintiller sous le soleil de l'après-midi. « Viviane Cole, veux-tu devenir ma femme ?» demanda Vincent, la voix légèrement tremblante. « Me laisseras-tu être le père de Sophie officiellement et pour toujours ? Veux-tu fonder une famille avec moi ?» Vivien n'avait pas besoin de réfléchir. Elle connaissait la réponse depuis longtemps. Peut-être depuis la nuit de Noël, lorsqu'ils s'étaient embrassés pour la première fois. Ou peut-être même avant cela, depuis le moment où il s'était agenouillé à côté de Sophie, près de cette vieille voiture sous la pluie froide. « Oui, dit-elle, la voix brisée mais rayonnante. « Oui, je le veux. Je veux être ta femme. Je veux que Sophie ait un père comme toi. Je veux tout cela. » Vincent glissa la bague à son doigt, puis la serra dans ses bras et l'embrassa là, dans le parc, sous le soleil de fin d'après-midi, avec le rire de Sophie qui résonnait au loin. Et à cet instant parfait, Vivien sut que toutes les épreuves qu'elle avait endurées, toutes les nuits glaciales et affamées, toutes les larmes et toutes les prières désespérées en avaient valu la peine, car elle l'avait conduite ici, vers Vincent, vers le bonheur dont elle n'avait jamais osé rêver. Le mariage eut lieu un samedi à la fin du mois de mars, lorsque les premières fleurs de cerisier commençaient à éclore dans le jardin derrière la propriété de Vincent. Ils décidèrent d'organiser une petite cérémonie privée, en présence uniquement de leurs proches. Pas de mise en scène, pas d'extravagance, juste de l'amour et de la sincérité. Vivien se tenait devant le miroir de la grande chambre, regardant la femme qui lui faisait face, et ayant du mal à se reconnaître. Elle portait une robe de mariée ivoire simple mais élégante, avec de la dentelle délicate à l'encolure et le long des manches. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon soigné, parsemé de quelques petites fleurs. Le collier en argent que Vincent lui avait offert à Noël reposait sur sa poitrine. Les 3 noms gravés sur le pendentif reflétèrent la lumière. « Maman, tu es tellement belle, » dit Sophie, debout à côté d'elle, les yeux bleus brillants. La petite fille portait une robe rose pâle et tenait un panier rempli de pétales de rose qu'elle allait disperser dans l'allée. « Tu es magnifique, toi aussi, ma petite demoiselle d'honneur, » dit Vivien en se penchant pour embrasser le front de sa fille. « Tu es prête ?»« Je suis prête. » Sophie acquiesça fermement. « Et je suis tellement heureuse. Après aujourd'hui, Monsieur Vincent sera mon papa. »« C'est vrai ?»« Oui, ma chérie, » répondit Vivien, la voix étranglée par l'émotion. « Après aujourd'hui, il sera officiellement ton papa. » La cérémonie se déroula dans le jardin, sous une arche fleurie décorée de roses blanches et de lierres. Il n'y avait qu'une trentaine d'invités, dont Madame Rossi, Carlos, Angela, Marco et quelques proches de Vincent. Vivien n'avait aucun membre de sa famille biologique, car elle n'avait plus personne. Mais elle ne ressentait pas leur absence, car toutes les personnes présentes étaient la famille qu'elle s'était choisie. Lorsque Vivien sortit par la porte arrière en tenant la main de Sophie, elle vit Vincent qui l'attendait sous l'arche fleurie. Il portait un costume noir et une chemise blanche, et lorsqu'il croisa son regard, elle vit dans ses yeux gris briller quelque chose qu'elle reconnut comme des larmes contenues. Sophie passa la première, semant des pétales de rose le long de l'allée, sérieuse et concentrée, comme si c'était la tâche la plus importante de sa vie. Les invités souriaient en la regardant, et lorsque Sophie arriva au bout de l'allée, elle courut embrasser les jambes de Vincent avant de se mettre sur le côté. Vivien la suivit,
chaque pas lent, la rapprochant d'un avenir qu'elle croyait autrefois ne pas mériter. Lorsqu'elle se trouva face à Vincent, il lui prit les mains et elle sentit la chaleur et la fermeté de sa poigne. Le prêtre commença la cérémonie, mais Vivien n'entendit pratiquement pas un mot. Elle ne regardait que Vincent dans les yeux, et lui ne regardait qu'elle, comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Lorsque vint le moment des vœux, Vincent prit la parole en premier. « Vivien, tu es entré dans ma vie comme une averse inattendue, et je ne veux plus jamais que le ciel s'éclaircisse. Je promets de t'aimer chaque jour, sous le soleil et sous la pluie, dans le bonheur et dans l'adversité. Je promets de te protéger, toi et Sophie, de toutes mes forces, quel qu'en soit le prix. Je promets d'être l'épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer, le foyer où tu pourras revenir, la main qui tiendra la tienne, jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Et je promets de devenir le père que Sophie mérite. Je l'aimerai comme ma propre fille, et je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. » Des larmes coulaient sur les joues de Vivien lorsqu'elle prononça ses propres vœux. « Vincent, tu m'as sauvé, alors que je pensais ne plus avoir d'espoir. Tu nous as donné, à Sophie et moi, un foyer, une vie, et surtout, tu nous as donné de l'amour. Je promets de t'aimer de toutes mes forces, de tout mon cœur, sans réserve. Je promets de rester à tes côtés, dans l'ombre et dans la lumière, et de te faire confiance, même lorsque le monde ne comprend pas. Je promets de construire avec toi la famille que nous méritons tous les deux. Une famille pleine d'amour, de rires et d'espoir. » Le prêtre sourit et les déclara mari et femme. Vincent prit Vivien dans ses bras et l'embrassa, un baiser doux et plein de promesses, sous les applaudissements et les acclamations de leurs invités. Mais la cérémonie n'était pas terminée. Juste après, un juge s'avança avec une pile de papier. Vincent avait tout préparé. Aujourd'hui n'était pas seulement le jour de leur mariage. C'était aussi le jour où Vincent adoptait officiellement Sophie. « Sophie, viens voir papa », appela Vincent. Et la petite fille courut vers lui aussitôt. Il se baissa à sa hauteur et prit ses petites mains dans les siennes. « À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement Sophie Moretti. Tu es ma fille par la loi et dans mon cœur. Je t'aimerai, je te protégerai, et je resterai avec toi pour toujours. Es-tu d'accord ? » »« Je suis d'accord, » dit Sophie. Puis elle se jeta dans les bras de Vincent. « Papa, » dit-elle pour la première fois, « je t'aime. » Vincent serra sa fille contre lui. Et lorsqu'il leva les yeux vers Vivien, elle vit des larmes couler sur ses joues. L'homme que tout Chicago craignait, l'homme au cœur d'acier, pleurait de bonheur. Et Vivien sut à cet instant parfait qu'ils avaient enfin trouvé la famille, qu'ils avaient toujours recherchée. La réception de mariage prit fin, alors que la lune était déjà haute dans le ciel. Les invités partirent un à un, emportant avec eux leur sourire chaleureux et leur bénédiction. Le domaine retrouva peu à peu le silence, ne laissant que les 3 membres de la petite famille nouvellement formée. Sophie était épuisée après une longue journée de bonheur. Elle s'endormit sur le canapé dès la fin de la réception, toujours vêtue de sa robe rose de demoiselle d'honneur, les bras serrés autour du petit bouquet qu'elle avait attrapé lorsque Viviane avait lancé ses fleurs de mariage. Vincent souleva doucement sa fille et la porta jusqu'à la chambre qui avait été préparée. La chambre qui serait désormais celle de Sophie dans cette maison. Vivien le suivit et resta debout dans l'embrasure de la porte pour regarder son mari coucher leur enfant et l'aborder. Cette vision lui remplit le cœur jusqu'à ce qu'il soit trop plein pour contenir tout ce qu'il ressentait. C'était sa famille. C'était la vie dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé croire possible. « Dors bien, Sophie Moretti » murmura Vincent, en se penchant pour embrasser le front de la petite fille. « Ma fille » Ils quittèrent la chambre de Sophie et se rendirent dans la chambre principale. Vincent prit Vivien dans ses bras, l'embrassa tendrement, puis lui murmura à l'oreille « Je t'aime, ma femme. Je t'aime aussi », lui répondit Vivien dans un murmure, la tête posée contre sa poitrine. « Mon mari. » Ils se tinrent près de la fenêtre, regardant le jardin où ils avaient prononcé leurs vœux quelques heures auparavant. Le clair de lune se répandait sur les roses blanches, transformant la scène en un décor de conte de fées.
Viviane ressentit une émotion inconnue, comme si toutes les épreuves et les chagrins de son passé s'étaient enfin dissipés, ne laissant place qu'à ce présent parfait. Puis, son téléphone vibra. Vivien voulut l'ignorer, ne voulant rien qui puisse briser cet instant. Mais il vibra à nouveau, puis une troisième fois. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit un SMS provenant d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit et son sang se glaça dans ses veines. « Félicitations pour ton mariage, Vivien. J'ai vu l'annonce dans le journal. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je m'appelle Jason Harper, je suis le père biologique de Sophie. Je sais que je n'ai pas le droit de te contacter après toutes ces années, mais j'ai changé. J'ai remis ma vie sur les rails et je veux rencontrer ma fille. Je veux faire partie de sa vie. J'espère que tu me donneras cette chance pour Sophie. » Vivien resta figé, incapable de croire ce qu'elle venait de lire. Jason, l'homme qui l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte, l'homme qui avait disparu pendant 6 ans, sans aucune explication, l'homme qui n'avait jamais envoyé un seul dollar pour son enfant, qui ne lui avait jamais demandé si Sophie était en bonne santé, si elle mangeait bien, si elle allait à l'école, et maintenant, le soir le plus heureux de sa vie, il était de retour. « Qu'y a-t-il » demanda Vincent, sentant le changement sur son visage. Vivien ne répondit pas. Elle tendit simplement son téléphone à son mari. Elle vit les yeux gris de Vincent s'assombrir tandis qu'il lisait, sa mâchoire se crisper, et elle sut qu'il réprimait sa colère. « Jason, » dit Vincent en prononçant ce nom comme s'il s'agissait d'un mot grossier. « Que veut-il » ? « Il veut voir Sophie » répondit Vivien d'une voix tremblante. « Après 6 ans, il veut soudainement être un père. » Ils restèrent silencieux. La pièce semblait soudainement froide, même si la cheminée était toujours allumée. Vivien ne savait pas quoi faire. Une partie d'elle voulait effacer le message et faire comme s'il n'avait jamais existé. Une autre partie craignait que Jason ne renonce pas facilement, qu'il puisse causer des problèmes à leur nouvelle vie. Et une toute petite partie d'elle se demandait si Sophie avait le droit de connaître son père biologique. Vincent posa le téléphone et prit la main de Vivien. « Quelles que soient ses intentions, » dit Vincent d'une voix ferme comme l'acier, « nous y ferons face ensemble. Tu n'es plus seul, Vivien. Tu m'as, moi. Nous protégerons Sophie. Nous protégerons cette famille à tout prix. » Vivien regarda son mari dans les yeux et y trouva du réconfort. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Elle ne savait pas ce que Jason voulait vraiment, ni s'il avait réellement changé. Mais elle était sûre d'une chose. Elle n'était plus la femme désespérée qui mendiait des restes sous la pluie. Elle était Viviane Moretti, la femme de Vincent, la mère de Sophie. Et elle se battrait pour sa famille, car c'est ce que fait l'amour. Il vous donne la force de tenir bon quand vous pensez ne plus pouvoir. Il vous donne le courage d'affronter toutes les épreuves. Et il vous donne de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. L'espoir, comme Vivien l'avait appris au cours de l'année écoulée, est la chose la plus puissante au monde. Il peut vous transporter d'une nuit glaciale et pluvieuse à une journée ensoleillée et chaude, d'une vieille voiture cabossée à un grand domaine, de la solitude à l'amour, du désespoir au bonheur. Et quoi qu'il arrive ensuite, Viviane savait qu'elle ne laisserait plus jamais cet espoir s'envoler. L'histoire de Viviane et Vincent nous enseigne que la gentillesse peut changer toute une vie. Un geste de compassion, une main tendue au bon moment, peut apporter de l'espoir à quelqu'un qui se noie dans les ténèbres. Elle nous rappelle également qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que le passé ne définit pas l'avenir et que le véritable amour peut naître dans les endroits les plus inattendus. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec vos proches afin que vous puissiez écouter ensemble d'autres histoires enrichissantes chaque jour. Que pensez-vous du parcours de Vivien et Vincent? Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous sentiez désespéré? Puis avez-vous été aidé par quelqu'un au bon moment? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître les histoires et les sentiments qui viennent du plus profond de votre cœur.
Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons à tous une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Au revoir pour l'instant et à bientôt dans la prochaine vidéo.